Être tireur d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale signifiait être détesté plus que n'importe quel autre soldat sur le champ de bataille, et il fallait vivre avec les conséquences de ses actes pour le reste de sa vie. C'est-à-dire, bien sûr, si on avait la chance de survivre. Nous allons vous montrer ce que le tir de précision a vraiment fait aux hommes et aux femmes derrière la lunette, ce qu'il a fait aux soldats qui en étaient la cible, et pourquoi cela a été suivi par certaines des pires horreurs qui pouvaient se produire pendant une guerre. Quand la Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918, les grandes puissances ont fait quelque chose d'étrange. Elles ont abandonné leurs meilleurs tueurs presque du jour au lendemain. La capacité de tir d'élite de la Grande-Bretagne était à son apogée au moment de l'armistice, avec des fusils spécialisés, des lunettes télescopiques soigneusement calibrées et des tireurs d'élite entraînés qui avaient passé des années à perfectionner leur art. Mais en quelques mois, tout a été démantelé. Les fusils convertis ont été démontés, les lunettes vendues à des chasseurs civils, et les connaissances accumulées pendant 4 ans d'expérience ont simplement été laissées à l'abandon. Ce n'était pas entièrement surprenant si on comprenait la culture militaire britannique de l'époque, car le haut commandement avait résisté au tir d'élite depuis le tout début et le considérait comme une forme de guerre déloyale. Il y avait quelque chose dans l'idée d'un tireur caché sélectionnant délibérément des cibles individuelles qui ne convenaient pas aux officiers élevés dans la tradition des charges de cavalerie et des assauts à la baïonnette. Alors, quand la guerre s'est terminée, ils étaient contents de laisser tout ça disparaître. En 1939, quand la guerre est revenue, la Grande-Bretagne se retrouvait avec presque aucune capacité de tir d'élite, et les tireurs d'élite allemands allaient les en faire cruellement payer. Les États-Unis ont suivi un chemin similaire, et quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, l'armée américaine était encore moins préparée au tir de précision que les Britanniques. Mais voici ce qui rend cela vraiment remarquable. Même l'Allemagne, dont les tireurs d'élite avaient dévasté les troupes alliées pendant toute la Première Guerre mondiale, a également dissous ses unités de tireurs d'élite spécialisés pendant l'entre-deux-guerres. Il faudrait des pertes importantes face aux tireurs d'élite soviétiques avant que la formation allemande ne reprenne au plus haut niveau, et cela n'arriverait qu'en 1943. Il y avait une exception à cet oubli collectif, et elle venait de la nation à laquelle on s'attendait le moins. L'Union soviétique se souvenait de son humiliation, parce que pendant la Première Guerre mondiale, la Russie n'avait employé aucun tireur d'élite dédié, et les soldats russes avaient terriblement souffert face aux tireurs d'élite allemands et autrichiens bien équipés, qui les abattaient en toute impunité. Les planificateurs militaires soviétiques ont regardé cette expérience et ont pris une décision. Plus jamais ça. Alors que les puissances occidentales démantelaient leur programme de tireurs d'élite, les soviétiques construisaient les leurs de toutes pièces. Mais avant que la Seconde Guerre mondiale ne commence vraiment, il y aurait une démonstration de l'efficacité redoutable des tireurs d'élite entraînés. Elle est venue pendant l'hiver 1939, dans une petite guerre que la plupart du monde a à peine remarquée. Et il n'y a pas de meilleur exemple des horreurs que les tireurs d'élite entraînés pouvaient infliger que le tristement célèbre Simo Häyhä, un homme dont il faut parler avant même que le véritable cauchemar du tir d'élite de la Seconde Guerre mondiale ne commence. Quand l'Union soviétique a envahi la Finlande en novembre 1939, elle s'attendait à une victoire rapide parce qu'elle avait une supériorité numérique écrasante. Plus de chars, plus d'avions, plus de tout. Selon toutes les mesures conventionnelles, le résultat aurait dû être évident. Mais les mesures conventionnelles ne tenaient pas compte d'hommes comme Häyhä. Häyhä avait rejoint la garde civile finlandaise à 17 ans et quand les soviétiques ont envahi, il était prêt. Son arme était une variante finlandaise du fusil Mosin Nagant, surnommé le Spitz, parce que son guidon ressemblait à la tête d'un chien Spitz. Il n'utilisait pas de lunettes télescopiques, ce qui semble contre-intuitif pour un tireur d'élite, mais il y avait de bonnes raisons à cela. Une lunette oblige le tireur à relever davantage la tête, ce qui facilite la détection. Dans l'hiver finlandais, les lunettes s'embuaient et devenaient inutiles, et la lumière du soleil pouvait se refléter sur le verre et révéler une position. Ces techniques de camouflage étaient méticuleuses. Il gardait de la neige dans sa bouche pendant qu'il tirait pour empêcher son souffle de former de la vapeur visible. Et il tassait des monticules de neige dense devant sa position pour se dissimuler et absorber le nuage de neige que le souffle de la bouche du canon soulèverait. Sa routine était de se déplacer bien avant l'aube vers une position préparée et de rester complètement immobile jusqu'après le coucher du soleil. Les résultats étaient dévastateurs. Les documents de l'armée finlandaise ont enregistré 259 victimes confirmées au fusil, et son commandant lui a attribué un nombre égal avec une mitraillette lors d'engagements plus rapprochés. Les propres mémoires de guerre de Häyhä estiment environ 500 au total, et son plus grand nombre en une seule journée était de 25 soldats soviétiques. Les soviétiques l'appelaient « Belaya Smert », la mort blanche, et ils ont tout fait pour essayer de le tuer. Ils ont déployé des équipes de contre-tireurs d'élite
dirigé des tirs de mitrailleuses lourdes sur des positions suspectes, fait appel à des mortiers, mis sa tête à prix, et ordonné des barrages d'artillerie entiers contre les zones où les commandants pensaient qu'ils pourraient opérer. Mais rien n'a fonctionné, et Haya a continué à tuer. À un moment donné, les soviétiques ont envoyé l'un de leurs meilleurs tireurs d'élite spécifiquement pour éliminer Heye, et les deux hommes ont joué un jeu mortel du chat et de la souris. Alors que le soleil commençait à se coucher, le tireur d'élite soviétique a apparemment décidé de se retirer et s'est levé de sa position pour partir. Heye lui a tiré une balle dans la tête. Juste une semaine avant la fin de la guerre, une balle explosive a touché Heye au visage et lui a fracassé la mâchoire inférieure gauche. Ses camarades soldats ont dit que la moitié de son visage avait disparu et ils l'ont placé sur un tas de cadavres, pensant qu'il était mort. Ce n'est que lorsque quelqu'un a remarqué que son pied bougeait qu'ils ont réalisé qu'il était encore en vie. Il est tombé dans le coma et n'a repris connaissance que le 13 mars 1940, le même jour où la paix a été déclarée. Il a eu besoin de 26 opérations chirurgicales pour reconstruire sa mâchoire et son élocution n'a jamais été complètement restaurée. Mais Simo Heya a survécu jusqu'à l'âge de 96 ans, mourant finalement en 2002. On pourrait penser que la guerre d'hiver aurait appris au monde une leçon sur ce que les tireurs d'élite entraînés pouvaient accomplir, et les observateurs militaires ont effectivement étudié la campagne de près, mais les puissances occidentales se sont concentrées presque entièrement sur ce que la guerre révélait des faiblesses soviétiques. Hitler lui-même l'a interprété comme une preuve de l'infériorité slave, ce qui l'a poussé vers l'invasion de l'Union soviétique. Seuls les soviétiques ont appris ce qu'ils auraient dû apprendre de la Finlande. Après avoir affronté les tireurs d'élite finlandais, ils ont accéléré leur programme de formation de tireurs d'élite et amélioré leurs fusils et leurs optiques. L'Allemagne avait conservé le tir d'élite entre les deux guerres, mais il y avait peu d'enthousiasme pour cela, et les campagnes rapides en Pologne et en France se sont déroulées trop rapidement pour que les tireurs d'élite aient de l'importance. Cela s'avérait catastrophiquement faux, et l'endroit où cela échouerait le plus spectaculairement était une ville sur la Volga. Les horreurs de la guerre d'hiver n'avaient été qu'un aperçu de ce qui allait venir. Quand l'Allemagne a envahi l'Union soviétique en juin 1941, tout ce que les observateurs occidentaux avaient prédit semblait se réaliser au début. L'armée rouge s'est effondrée, des armées entières ont été encerclées, et on aurait dit que la victoire rapide qu'Hitler avait promise arrivait. Mais ensuite est venu Stalingrad, et tout a changé. La Luftwaffe a largué des milliers de tonnes d'explosifs sur la ville, et quand ils ont eu fini, la plupart des bâtiments avaient été réduits en décombres. Les commandants allemands pensaient qu'ils adoucissaient la cible, mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est créer un terrain parfait pour les défenseurs. Le bombardement a transformé Stalingrad en un paysage cauchemardesque de murs brisés, d'étages effondrés et de cachettes sans fin. Et chaque bâtiment en ruine est devenu un nid de tireurs d'élite potentiels. C'est devenu un combat de bâtiment en bâtiment, de pièce en pièce, et les soldats allemands l'ont appelé Rattenkrieg, la guerre des rats. Dans cette guerre, les rats avec des fusils détenaient tous les avantages. Le général de corps d'armée Vassili Tchouikov a pris le commandement de la défense soviétique et sa doctrine reposait sur deux idées. Premièrement, coller à l'ennemi, en ordonnant aux troupes de s'engager entre 50 et 100 mètres pour que l'artillerie allemande ne puisse pas frapper sans toucher ses propres hommes. Deuxièmement, la défense active par les tireurs d'élite. Parce que selon Tchouikov, ils étaient essentiels pour harceler constamment les Allemands, les empêcher de se sentir en sécurité et saigner lentement leurs forces par une usure constante. Ce que les tireurs d'élite soviétiques ont fait à Stalingrad va au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Voyez-vous, le fait de tuer n'en était qu'une partie, car le véritable objectif était de faire en sorte que les Allemands aient peur de faire quoi que ce soit. Les tireurs d'élite soviétiques ciblaient spécifiquement les soldats apportant de la nourriture et de l'eau aux positions avancées. Ainsi, tout mouvement pendant la journée invitait une balle. Mais ce n'était que le début, car après avoir blessé un soldat, les tireurs d'élite attendaient patiemment, regardant l'homme blessé crier à l'aide. Et quand des médecins ou des camarades tentaient un sauvetage, le tireur d'élite les abattait aussi. Laissez-vous votre ami blessé mourir lentement, ou risquez-vous plus d'hommes en essayant de le sauver en sachant que le tireur d'élite regarde ? Le système de priorité des cibles était conçu pour un maximum de dégâts. Les observateurs d'artillerie étaient les cibles les plus prisées parce que les éliminer aveuglait le tir indirect allemand. Les officiers venaient ensuite, identifiables par leur comportement. Puis les sous-officiers, car les armées avaient du mal à remplacer les sous-officiers expérimentés en temps de guerre. Après cela, les équipes de mitrailleuses, les tireurs d'élite ennemis, tous ceux qui transportaient de la nourriture ou de l'eau, et le personnel des communications. Il y a une tactique documentée de Stalingrad que nous devons mentionner, même si elle est profondément dérangeante.
Nous ferons attention à la façon dont nous la décrivons parce que cette vidéo serait certainement restreinte autrement. Mais vous devez comprendre à quel point ces combats sont devenus sombres. Les soldats allemands ont découvert qu'utiliser les enfants orphelins de Stalingrad pour effectuer des tâches dangereuses les maintenait en vie plus longtemps. Et pour la promesse de pain, des garçons russes affamés remplissaient des bouteilles d'eau de la Volga, une tâche qui ferait tuer un soldat allemand par un tireur d'élite qui regardait. Les commandants soviétiques ont appris cela et ils ont ordonné à leurs tireurs d'élite de tirer sur ces enfants pour mettre fin à cette pratique. Nous n'en dirons pas plus, mais laissez cela vous pénétrer et comprenez quel genre de guerre c'était devenu. Les soldats allemands avaient peur de lever la tête pendant la journée, et la peur n'était pas comme celle de l'artillerie où la mort semblait aléatoire. Cela signifiait savoir que quelque part là-bas, invisible, un homme regardait à travers une lunette et décidait si vous, spécifiquement, alliez vivre ou mourir. Vous vous demandez peu, être pourquoi les tireurs d'élite étaient détestés si intensément que la capture signifiait presque toujours la mort. Eh bien, l'artillerie pouvait vous tuer, mais cela ressemblait à de la malchance. Le tir d'un tireur d'élite semblait toujours personnel parce qu'il l'était. Quelqu'un vous avait regardé à travers une lunette, avait décidé que vous valiez une balle et avait appuyé sur la gâchette. Vous ne pouviez pas vous battre contre quelqu'un que vous ne pouviez pas trouver. Et voici ce qui rend les accomplissements des tireurs d'élite soviétiques remarquables. Ils ont fait tout cela avec un équipement qui serait considéré comme primitif aujourd'hui. Le fusil soviétique standard était le Mosin Nagant avec une lunette offrant seulement un grossissement de 3-5 fois. Et l'optique allemande pendant Stalingrad était en fait pire avec seulement 1-5 fois. Il n'y avait pas de télémètre ou de calculateur balistique, donc tout dépendait de la compétence brute et de l'expérience. Le tireur d'élite soviétique le plus célèbre sorti de Stalingrad était Vassili Zaïtsev, qui est arrivé comme simple fusilier, mais dans ses 10 premiers jours a tué 40 Allemands. Cela lui a valu un fusil à lunettes, et il a continué à tuer 225 soldats ennemis, dont 11 tireurs d'élite ennemis. Mais Zaïtsev n'était pas seul, car le sergent Fyodor Oklopkov a atteint 344 victimes confirmées et le sergent Mikhail Surkov a atteint 210. Stalingrad a produit des dizaines de tireurs d'élite très efficaces parce que les conditions étaient parfaites pour leur travail. À cause de cette haine, les tireurs d'élite n'étaient presque jamais faits prisonniers de manière normale. Et s'ils étaient capturés, ils faisaient face à des choses que nous ne pouvons pas décrire ici. Tout le monde le savait. Et les tireurs d'élite prenaient grand soin de cacher leurs fusils parce qu'être pris avec une arme à lunettes était une condamnation à mort. Et pourtant, les tireurs d'élite souffraient aussi de manière unique à leur rôle. Le froid à Stalingrad était brutal et les tireurs d'élite devaient rester immobiles pendant des heures en attendant le bon tir. Vous ne pouviez pas bouger pour vous soulager sans risquer d'être détecté et vous ne pouviez pas changer de position pour faire circuler à nouveau le sang. Vous deviez simplement endurer. Ensuite, il y avait le poids psychologique de tuer à travers une lunette. Quand vous tuez à distance sans lunette, vous ne voyez souvent pas le visage. Mais avec une lunette, vous le voyez. Vous pouviez observer votre cible pendant des heures, la regarder manger, parler à des amis, écrire une lettre, vous l'humanisiez et ensuite vous la tuiez quand même. La plupart des tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais parlé de ces expériences. Être l'aspect le plus distinctif de la guerre des tireurs d'élite soviétiques était quelque chose pour lequel les Allemands étaient complètement non préparés, et c'étaient les femmes. Environ 2000 femmes tireuses d'élite soviétiques ont servi de 1940 et 1 à 1945. Et ce n'était pas du personnel de soutien pressé dans des rôles d'urgence. C'étaient des tireuses d'élite entraînées déployées spécifiquement pour tuer. Les taux de perte vous disent tout sur ce à quoi ces femmes étaient confrontées. De celles-ci, seulement environ 500 ont survécu, ce qui signifie qu'environ 75 à 80% ont été tués. Elles savaient exactement ce que les Allemands feraient aux tireuses d'élite capturées, car l'idéologie nazie considérait les femmes combattantes comme tout ce qu'ils détestaient du système soviétique. Les Allemands utilisaient le terme Flintenweib, en gros les garces au fusil, pour les délégitimer. Et le maréchal von Bock a émis des instructions selon lesquelles les soldats soviétiques capturés devaient être tués immédiatement. C'est pourquoi elles recevaient 2 grenades, une pour les Allemands et une pour elles-mêmes en dernier recours. Elles savaient ce que la capture signifiait. Lyudmila Pavlychenko, appelée la salope russe de l'enfer par les Allemands, a atteint 309 victimes confirmées, dont 36 tireurs d'élite ennemis. Elle a été blessée 4 fois et finalement évacuée par sous-marin. Mais la guerre l'a suivie chez elle, et elle a souffert de ce que nous reconnaîtrions maintenant comme un syndrome de stress post-traumatique sévère pendant des années après. Rosa Chanina, la terreur invisible de la Prusse orientale, a atteint entre 59 et 75 victimes confirmées. Son histoire a commencé quand, à 14 ans,
Elle a marché 190 km seule pour atteindre une gare afin de s'inscrire à l'université. Et quand son frère a été tué, elle s'est portée volontaire pour l'entraînement de tireuse d'élite. Elle a été mortellement blessée en protégeant un officier blessé avec son propre corps à 20 ans. La réponse de sa mère: peut être que c'est mieux que Rosa soit morte. Comment aurait-elle pu vivre après la guerre? Elle a tiré sur tant de gens. Klavdia Kalogina est entrée à l'école de tireuse d'élite à 17 ans et a atteint 257 victimes confirmées. Quand elle est rentrée chez elle à 21 ans, ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Et puis il y avait Tatiana Baramzina, une ancienne institutrice de maternelle avec 36 victimes avant de se porter volontaire pour une mission derrière les lignes ennemies. Quand la position a été envahie, elle a défendu des soldats blessés, tuant 20 Allemands avant de manquer de munitions. Elle a été capturée blessée et ils voulaient des informations sur le nombre de troupes, mais elle a refusé de parler. Ce qu'ils lui ont fait après cela est quelque chose que nous ne pouvons pas décrire. Quand son corps a été récupéré, l'identification n'était possible que par les effets personnels. Nous en resterons là. Le front de l'Est a montré ce que les tireurs d'élite pouvaient faire quand les conditions leur étaient favorables. Mais la guerre n'était pas finie. Dans le Pacifique, les soldats américains étaient sur le point de découvrir un type complètement différent de cauchemar de tireurs d'élite. Le théâtre du Pacifique était un monde complètement différent. Au lieu de décombres gelés, les soldats américains se sont retrouvés à combattre dans une jungle dense et de la roche volcanique. Mais la terreur du tireur caché était exactement la même. Si quoi que ce soit, la jungle empirait les choses, car au moins à Stalingrad, on pouvait voir les bâtiments où les tireurs d'élite pouvaient se cacher. Dans le Pacifique, ils pouvaient être n'importe où. Les tireurs d'élite japonais se sont développés après avoir combattu des tireurs d'élite chinois entraînés par les Allemands en Mandchourie. Et en 1941, chaque section d'infanterie comprenait généralement un tireur d'élite sélectionné pour ses compétences de tir, sa capacité à survivre avec peu plus que de l'eau et du riz, et sa capacité psychologique à rester caché pendant de longues périodes. Ils s'attachaient aux arbres pour que s'ils étaient tirés et blessés, ils ne tombent pas et ne révèlent pas leur position. Ces positions étaient également destinées à être occupées pendant des jours, et de petites chaises étaient parfois installées parmi les branches. Des années après la fin des batailles, des restes de tireurs d'élite japonais étaient encore trouvés attachés aux arbres, parfois comme des cadavres momifiés toujours fixés en position. Sur Iwo Jima, le système de tunnels a empiré les choses avec des trous d'araignées partout qui permettaient aux Japonais d'apparaître, de tirer, de disparaître et d'attaquer à nouveau depuis des emplacements complètement différents. Les troupes américaines ne savaient jamais d'où viendrait le prochain tir. Les tireurs d'élite japonais ciblaient spécifiquement les officiers et les médecins, et pendant l'entraînement, on montrait aux soldats des photographies de médecins américains et on leur enseignait que l'ennemi sacrifierait beaucoup d'hommes pour en sauver un. Les officiers américains ont rapidement appris à dissimuler les insignes de grade, et les troupes ont reçu l'instruction de ne jamais saluer les officiers près du front parce qu'un salut pointait exactement qui le tireur. D'élite devait viser. L'effet psychologique était écrasant. Le résultat était une hystérie des tireurs d'élite, où les troupes criblaient les cimes des arbres de tir de mitrailleuses à la moindre provocation, tiraient des canons anti-chars chargés de mitraille dans la canopée et appelaient l'artillerie sur chaque ravin soupçonné d'abriter l'ennemi. Les troupes inexpérimentées empiraient les choses, car quand l'un des leurs était touché, les soldats inexpérimentés se mettaient à terre en cherchant un abri. C'était exactement la mauvaise chose à faire, car un groupe immobile donnait aux tireurs d'élite des cibles faciles. Les troupes expérimentées ont appris que la meilleure chance était de continuer à bouger et de se rendre plus difficile à toucher, mais cette leçon a coûté des vies. Les prisonniers étaient rarement faits des deux côtés. Les Japonais piégeaient leurs morts et leurs blessés. Ils faisaient semblant de se rendre pour attirer les Américains dans des embuscades, et certains d'entre eux faisaient exploser des grenades quand les médecins s'approchaient. Après assez d'incidents, les troupes alliées sont devenues naturellement réticentes à faire des prisonniers du tout. Mais si la menace des tireurs d'élite japonais était horrifiante, ce qui a émergé dans les derniers mois de la guerre européenne était quelque chose d'autre entièrement, quelque chose que les soldats alliés trouvaient presque impossible à traiter. Parce que dans les derniers jours désespérés du Troisième Reich, les Allemands se sont tournés vers leurs enfants. Nous devons être prudents sur la façon dont nous discutons de ce qui suit, car c'est une chose délicate à aborder. Ce qui s'est passé était l'un des chapitres les plus dérangeants de toute la guerre. Les jeunesses hitlériennes avaient reçu une formation militaire pendant des années, avec des garçons allemands enseignés à tirer, à marcher, à suivre les ordres. En décembre 1944, des filles dès l'âge de 14 ans s'entraînaient avec des armes légères et des grenades. Et quand la guerre a tourné de manière décisive contre l'Allemagne, ces réserves ont été appelées. Dans la bataille pour Berlin, 4,000 membres de la milice Volkssturm ont participé.
dont 5000 jeunesses hitlériennes chargées de défendre les ponts sur la rivière Havel. Ce n'étaient pas des soldats endurcis, c'étaient des enfants portant des uniformes surdimensionnés, des casques qui flottaient sur leur tête, portant des fusils qu'ils avaient à peine appris à utiliser. Ces jeunes soldats manquaient de formation pour des tactiques complexes. Mais ce qu'ils pouvaient faire après des années de pratique de tir, c'était tirer. Alors, les commandants allemands les ont utilisés comme tireurs d'élite, laissés derrière dans des positions cachées alors que la ligne de front se déplaçait. Un tireur d'élite expérimenté comprend la retenue, prenant quelques tirs bien ajustés puis se retirant pour se battre un autre jour. Ces garçons n'avaient pas de tels instincts, et que ce soit par manque de formation, conditionnement idéologique, ou simplement parce qu'ils ne savaient pas mieux, ils restaient en position et continuaient à tirer jusqu'à ce qu'ils manquent de munitions ou soient tués. Au pont de Pichelsdorf, 5000 garçons se tenaient prêts avec des fusils et des Panzerfaust. En 5 jours, 4500 étaient morts ou blessés, un taux de perte de 90%. Nous ne pouvons pas transmettre correctement ce que les soldats alliés ont ressenti quand ils ont réalisé qu'ils combattaient des enfants qui ne se rendraient pas et qui n'arrêteraient pas de tirer. C'est quelque chose dont les hommes qui l'ont vécu ont rarement discuté par la suite. L'ampleur de la guerre des tireurs d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale était comme rien que le monde n'avait jamais vu auparavant, et rien avant ou depuis n'a été aussi proche. Des tireurs d'élite entraînés ont tué des milliers de personnes et en ont traumatisé d'innombrables autres. Et cela reste l'ère la plus meurtrière de tuerie de précision que le monde ait jamais connue.